éléments de la garde nationale blessés, dont un légèrement, 3 otages tués par Boko Haram, 12 otages libérés par la garde nationale, dont 3 de Toumour et 9 de Maljori. En outre, des animaux appartenant au village de Gariwanzam ont été récupérés et remis à leurs propriétaires. Côté ennemi, 5 éléments de Boko Haram neutralisés, un important lot de matériel de guerre récupéré. En cette circonstance, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au nom du président de la République, chef suprême des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des civils décédés, souhaite un prompt rétablissement aux éléments de la garde nationale blessés, félicite et encourage les éléments de la garde en poste dans la région de Difa qui, par leur bravoure et leur sens héroïque, ont mis en déroute et neutralisé les terroristes de Boko Haram et libéré les otages. Invite la population à collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens. Cela dit, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a prononcé un discours lors de la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire et de la rencontre annuelle des magistrats. Le chef de l'État a souligné la place de choix accordée à la gouvernance juridique et judiciaire dans le programme de Renaissance, tout en réitérant son engagement à apporter des réponses aux principaux défis auxquels la justice est confrontée et à lutter résolument contre la corruption en milieu judiciaire. Nous écoutons le président de la République. C'est pour moi, en effet, un réel plaisir de présider ce jour la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2022-2023, placée sous le thème « Le rôle de la justice dans la construction de l'état de droit ». Mesdames et messieurs, le programme politique sur la base duquel le peuple nigérien m'a accordé sa confiance pour présider aux destinées de notre pays fait une place de choix à la gouvernance juridique et judiciaire qui en constitue la troisième dimension en matière de gouvernance après la gouvernance sécuritaire et la gouvernance politique. Je me suis engagé à travers ce programme à apporter des réponses aux principaux défis auxquels notre justice est confrontée en faisant une justice de qualité plus efficace, plus équitable et plus accessible aux citoyens. Je me suis également, et je l'ai souvent répété, engagé à lutter résolument contre la corruption en milieu judiciaire. Mesdames et messieurs, dans l'architecture juridique de notre État, la justice constitue le troisième pouvoir. Elle est, en vérité, le principal régulateur de l'état de droit. Chez l'homme, l'aspiration à la justice a été un sentiment permanent. Il date de la nuit des temps. Et toutes les théories politiques ont mis l'idéal de justice au cœur de leur projet. C'est pour cette raison que dans toutes les disciplines normatives qui règlent d'une façon directe ou indirecte l'action à l'égard d'autrui, que ce soit le droit ou la philosophie politique, la morale ou la religion, la justice constitue une valeur centrale, la valeur qu'on invoque ou qu'on convoque quand il s'agit de qualifier un acte, une règle ou un comportement. En restant exclusivement au niveau de l'acte, de la manifestation d'une volonté, on qualifie de juste ce qui est conforme à l'application correcte de la règle. L'idéal de justice, à regarder de près, tend à ce niveau à se conformer aux opérations de l'arithmétique et de la physique. On veut que les décisions justes soient conformes à une mesure ou à un calcul. En effet, le juge attribuant à chacun ce qui lui revient d'après la loi est assimilable à un instrument qui indique le montant à payer. Le montant est juste parce que le compte est exact et que l'on ne conteste ni la justesse de l'appareil ni le prix unitaire. Mesdames et messieurs, d'après ce que je viens de dire, ce qui est attendu du juge, exigeant de lui qu'il soit impartial,
Notre Constitution, en son article 118, l'affirme de la façon suivante, je cite, « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. » Fin de citation. Il s'agit en l'espèce d'affirmer l'indépendance du juge, consacrant ainsi le primat de sa conscience sur toute autre considération. Mais pour que le juge soit véritablement libre et toujours apte à ne référer qu'à sa conscience pour agir, il doit pouvoir jouir d'un statut valorisé, mettant son autorité à l'abri des facteurs d'influence corruptive. J'ai entendu à cet égard les propos qui ont été prononcés tant par le barreau que par le bâtonnier que par le représentant du syndicat des magistrats. C'est cela que l'État du Niger a compris en faisant droit à bien des revendications du syndicat des magistrats, ce qui a permis à ceux-ci de bénéficier de traitements relativement décents. Comparé à la fonction publique, c'est indubitable. Rapportez ça au traitement des magistrats de la sous-région. Je vous ai entendu, mais je mets quelques réserves à ce que vous avez dit. Mais cet effort doit être poursuivi, car l'investissement visant à assurer la probité du juge est un gage d'une justice sûre. Je suis absolument d'accord avec vous à cet égard. Un juge jouissant de conditions confortables est un juge vis-à-vis duquel nous pouvons être particulièrement exigeants, tant sur le plan de l'éthique que de son rendement également. Mesdames et messieurs, pour mieux jouer son rôle dans la construction de l'état de droit, la justice doit aussi être dotée de moyens suffisants. Là également, j'ai entendu les propos qui ont été dits par un certain nombre de personnes qui ont parlé avant moi. La justice doit être dotée de moyens suffisants. C'est ce que nous nous efforçons de réaliser en améliorant progressivement le budget du ministère de la Justice. Certains efforts, en effet, ont été déjà fournis à cet égard, mais j'ai pleinement conscience qu'il reste totalement insuffisant. Il reste encore insuffisant et là également, j'ai entendu les propos du représentant du syndicat des magistrats. Et j'en profite donc pour remercier bien vivement tous les partenaires du Niger dans ce domaine dont l'appui a fortement contribué à améliorer les performances de la justice. Je les invite à poursuivre leur soutien au gouvernement dans son effort visant à améliorer le service public de la justice afin de réconcilier les justiciables avec la justice et faire en sorte justement que nous puissions faire que tous les citoyens jouissent pleinement de leurs droits parce que nous avons une justice fonctionnelle. Mesdames et messieurs les magistrats, je vais m'adresser spécialement à vous en vous disant que, comme vous le savez, le tout n'est pas pour vous de disposer d'un pouvoir, de déclarer ce pouvoir indépendant. Il y a une part d'effort personnel qui est requis et attendu de chacun d'entre vous pour que l'éthique de l'indépendance du pouvoir judiciaire revête tout son sens. C'est à ce travail sur soi que je vous appelle afin que vous assumiez pleinement votre rôle de juge, celui d'appliquer la loi telle qu'elle est, sans autre considération. Et juste pour le juge, ce qui est conforme à la loi. Il n'a pas à se demander en tant que juge si la loi est conforme à la justice. Le bandeau qui couvre les yeux de la statue de la justice symbolise cette attitude désintéressée. Voilà ce qui est écrit. On juge non des personnes que l'on ne voit pas, mais des êtres qui tombent sous telle ou telle catégorie juridique. Fin de citation. Le juge est impartial et son jugement doit être le même qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis, même les terroristes, de puissants ou de faibles, de riches ou de pauvres.
tous ceux auxquels s'applique la même règle doivent être traités de la même façon, quelles qu'en soient les conséquences. Le juge, je l'affirme vraiment, et je le pense sincèrement, n'est pas au service du pouvoir qui l'a nommé, il est au service de la justice. J'ai entendu à cet égard les récriminations du bâtonnier. Je vous concède bien des choses que vous avez dites, mais je pense que il faut regarder la situation de plus près et peut-être nuancer certaines affirmations. Je vous assure qu'en président le Conseil supérieur de la magistrature, je ne prends presque aucune part à l'affectation des magistrats. C'est une affaire des magistrats. Et j'ai promis aux magistrats que nous allons changer le texte qui régit la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour que nous en excluions les représentants du président de la République et les représentants de l'Assemblée nationale. Le texte est en voie d'adoption. Nous allons l'adopter. Ce sont les magistrats qui doivent, en respectant les règles de la hiérarchie, affecter les magistrats dans les différentes fonctions qui sont conformes aux missions qu'ils sont censés assumer. Cet effort, nous allons nous y contraindre sans aucune difficulté, avec la conviction que ce doit être ça, la norme. Et nous sommes en train de sortir, je puis vous le dire, progressivement de certaines pratiques qui ont pu avoir lieu, certainement, mais qui n'ont pas trop de sens dans le contexte de la gestion du pouvoir aujourd'hui. Le juge, donc, doit toujours se servir de l'arsenal juridique pour faire régner la justice. Et c'est dans la mesure où les juges auront réussi dans cette tâche que les cours et tribunaux seront tout simplement respectés. Nous le savons tous. Mesdames et messieurs, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire, principalement les chefs des juridictions dans leur rôle de contrôle hiérarchique, les services de contrôle et d'inspection, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans le fonctionnement de notre système judiciaire, à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Je peux citer, entre autres, la pénalisation délibérée des infractions civiles à des fins de clientélisme. Ça existe. Je peux citer le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires. C'est une réalité. Je peux citer le refus de rédiger les décisions de justice dans les délais. C'est très courant et c'est très choquant parce qu'il s'agit de la vie de citoyens. Un jugement peut être fait, mais rédiger une décision de justice, ça peut prendre du temps et vous avez une personne qui attend cela seulement pour que son sort change du tout au tout. Et ça peut prendre des années avant que cela ne se fasse. Ce sont autant de pratiques, mesdames et messieurs les magistrats, qui sont assimilables à des dénis de justice. Je le pense très sincèrement. La persistance de ces pratiques, je vous le promets, appellera de ma part des sanctions exemplaires, car nous devons nous convaincre que sans confiance entre les justiciables et les services publics de la justice, il n'y a pas de justice, tout simplement. Et sans justice, c'est ça le sens de mon propos, il n'y a pas d'état de droit. Et sans état de droit, il n'y a tout simplement pas de développement. Voilà l'enjeu du thème de notre rencontre de ce matin. Dès lors, nous ne devons ménager aucun effort, nous tous, nous, par les moyens que nous devons mettre à la disposition de la justice, par le détachement que nous devons avoir
vis-à-vis des juges dans le travail qu'ils font au quotidien. Vous, mesdames et messieurs, les acteurs de la scène judiciaire, par la probité, l'intégrité dont vous devez faire preuve, les magistrats, les avocats, qui sont des acteurs importants, qui jouent un rôle déterminant dans la façon dont la justice peut être rendue, les huissiers et le quatrième, les notaires. Voilà les conditions qui feront en sorte que nous aurons une justice fonctionnelle et qui prend ses décisions conformément aux exigences de l'éthique du métier. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les magistrats et autres animateurs de l'appareil judiciaire, je vous souhaite une bonne année judiciaire et vous renvoie à vos responsabilités respectives. Je vous remercie de votre attention. Rôle de la justice dans la construction de l'état de droit, c'est le thème de la rentrée judiciaire solennelle et la rencontre annuelle des magistrats. L'objectif est de dresser le bilan de l'année écoulée et aussi de dégager les perspectives de la nouvelle année. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des députés, des représentants des institutions de la République. Nous nous trouvons à Aminata Garba, Mahamadou Adamou et Habib Abdraman. Cette cérémonie de rentrée judiciaire solennelle et rencontre annuelle des magistrats est une tradition restaurée et renforcée, car c'est la première fois qu'un président préside un tel événement. La justice est l'une des institutions sur laquelle repose la démocratie et l'état de droit. Sa mission de régulation des rapports sociaux la place au centre des débats et son rôle s'accroît de manière significative, puisque les justiciables aspirent de plus en plus à une justice de qualité et rendue avec célérité. La présente rencontre est une occasion de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et aussi dégager des perspectives de la nouvelle année. Une initiative heureuse appréciée par le barreau au nom de l'ensemble des acteurs de la justice. Après 2 décennies de bar, c'est la toute première fois qu'un président de la République, en sa qualité de premier magistrat, préside une cérémonie solennelle de rentrée judiciaire au Niger. Excellence, Monsieur le Président, jamais durant ces décennies, un président de la République n'a été aussi disponible et soucieux de rendre à la justice ses lettres de noblesse. Le barreau peut en témoigner, car vous avez été à son écoute. Jamais, durant ces décennies, nous n'avons senti et ressenti une volonté réelle et sincère de faire de la justice une vertu dans la gestion des affaires de l'État, comme c'est le cas. La présente cérémonie est l'occasion hardie pour le barreau, qui, outre sa voix, porte celle des notaires et des huissiers, mais aussi et surtout celle des justiciables sans lesquels il n'y a pas de justice. Convaincu que le développement d'un pays passe nécessairement par l'ancrage d'un état de droit, le syndicat autonome des magistrats du Niger a accueilli favorablement le choix du thème des présentes assises. Le représentant du SAMAN a aussi salué les efforts du gouvernement dans le renforcement du système judiciaire. Rôle de la justice dans la construction de l'état de droit. Le choix d'un tel thème n'est sûrement pas fortuit, car pendant longtemps, en dépit du dispositif constitutionnel et législatif, à tort ou à raison, certains de nos concitoyens continuent à s'interroger sur l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses relations avec les autres pouvoirs. Cette situation nous interpelle en tant qu'acteurs principaux chargés de rendre la justice au nom du peuple nigérien et dans le respect de la règle du droit. La justice, en tant qu'institution, a un rôle éminemment important dans une démocratie dont elle constitue l'un des piliers. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, par ma voix, salue les efforts du gouvernement
car sur vos instructions, cette année, le budget du ministère de la Justice est passé de 12 à 19 milliards de francs CFA. Cependant, faut-il le rappeler, plus de la moitié des fonds alloués sont absorbés par le fonctionnement des établissements pénitentiaires. La justice et l'état de droit sont indissociables. Ils doivent consolider le socle démocratique et bâtir un état de droit dans lequel les citoyens sont libres et égaux en droit et en devoir, selon le premier président de la Cour de cassation. La justice et l'état de droit sont indissociables et ce dernier n'existe et n'est conforté que lorsqu'il s'appuie sur des institutions judiciaires indépendantes, impartiales et disposant des moyens nécessaires à leur fonctionnement efficace. Les bouleversements sociopolitiques des années 90 au Niger ont donné naissance à une société qui aspire profondément à plus de liberté, de légalité, de justice et d'égalité. Ces droits, ci-dessus évoqués, qui sont considérés comme valeurs fondamentales dans une société démocratique, ont été fort heureusement consacrés par notre Constitution, qui a proclamé en son article 8, je cite, « La République du Niger est un État de droit ». C'est donc l'instauration d'un État qui garantit aux citoyens un ensemble de droits et libertés qui ont un caractère essentiel et qui sont protégés par des mécanismes juridiques et institutionnels dont la mise en œuvre est dévolue à la justice exercée par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours et les tribunaux. Quant au ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a indiqué que cette rencontre marque les débuts des activités judiciaires et des tribunaux du Niger au titre de l'année 2022-2023. Ikta Abdoulaye Mohamed a interpellé tous les corps du métier de la justice à mettre en place un système efficace et efficient pour mettre en confiance les justiciables. Il a aussi rappelé les réformes entreprises pour la visibilité de la justice. La justice nigérienne est l'objet ces dernières années des sollicitations fortes par nos concitoyens qui expriment des vives attentes légitimes et justifiées au regard du nombre croissant de contentieux de toute nature qui constituent les lots quotidiens de son activité. Elle fait aussi l'objet de critiques qui renvoient à des causes endogènes et exogènes et qui nous interpellent sur notre responsabilité à mettre en place un système qui fonctionne, faisant la part entre les droits et la morale et mettant au cœur de son action l'ordre et le maintien de l'ordre social et l'accomplissement du contrat comme obligation. En termes de bilan, il me plaît de relever que plusieurs lois ont été adoptées, notamment sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, sur les disparitions forcées, sur la cybercriminalité, ainsi que plusieurs décrets dont les plus emblématiques restent celui fixant les conditions d'octroi de la suspension et de retrait de l'habilitation des officiers de police judiciaire. Il faut également relever les processus en cours de relecture du Code pénal et du Code de procédure pénale. Sur le plan national, la carte judiciaire s'est élargie avec l'opérationnalisation des tribunaux d'instance de Damagaram-Takaya et celui de Belbéji. Ces efforts vont se poursuivre avec l'installation prochaine de nouvelles juridictions pour davantage rapprocher la justice des justiciables et améliorer la couverture du pays en offre de justice, ainsi que les ratios magistrats habitants et magistrats greffiers. Dans cette perspective, la formation de différents corps de métiers tient une place importante, mais requiert des ressources conséquentes que mon département s'emploie à mobiliser tant sur le budget national que par sa coopération avec les partenaires de la justice.
Au cours de cette rentrée judiciaire solennelle et de la rencontre annuelle des magistrats, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a insisté sur l'instauration de la bonne gouvernance en milieu judiciaire, c'est-à-dire une justice de qualité, juste, équitable, impartiale et respectueuse des droits et libertés de chaque citoyen. Bref, une justice qui rassure les citoyens honnêtes en même temps qu'elle traque les délinquants grands ou petits, riches ou pauvres sans distinction. Par une audience au cabinet du président de la République, le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation de la chaîne de l'espoir et des experts du Centre cardiovasculaire du Sénégal. Délégation conduite par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. L'objectif est de faire le point des projets de coopération avec l'hôpital général de référence de Niamey. Aminatou Garba et Mahamadou Adam. La mission qui a été présentée au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, vient d'effectuer un séjour à l'hôpital général de référence de Niamey et est portée par la chaîne de l'espoir, une équipe spécialisée dans la chirurgie cardiovasculaire. On venait faire un état des lieux et un audit médico-chirurgical dans l'optique de l'ouverture d'un service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital général de référence. Il faut rappeler que récemment, le gouvernement a, à l'issue d'un collectif budgétaire, accepté le financement de 3 projets innovants au profit de l'hôpital général de référence de Niamey, notamment l'ouverture du service de chirurgie cardiaque. La première étape donc, de l'ouverture, c'était de faire l'état des lieux de nos structures, des états des lieux du personnel, des bâtiments et de l'équipement afin de pouvoir débuter la chirurgie cardiovasculaire en toute sécurité. Et donc la mission de la chaîne de l'espoir est venue dans cette optique ici à Niamey. Et donc nous attendons donc leur rapport. Et à l'issue de ce rapport, je pense qu'on va dégager un programme d'activité et une feuille de route pour pouvoir rendre effectif les interventions donc, de chirurgie cardiaque au niveau donc, de l'hôpital général de référence. Pour l'implémentation du programme, des équipes internationales seront invitées à travailler aux côtés de l'équipe nigérienne en vue d'une mise à niveau. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'une fausse lettre de recommandation qui serait signée par le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, est en circulation sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Le ministre de la Défense nationale déplore cette manœuvre dont le but final est de porter atteinte au moral des forces armées déployées sur tous les fronts afin de défendre l'intégrité du territoire national. Le ministre de la Défense nationale affirme que cette lettre de recommandation est un faux. Depuis son arrivée au ministère de la Défense nationale, aucune lettre de recommandation n'a été établie. Pour ce faire, une plainte a été déposée auprès des instances judiciaires afin de faire la lumière sur cette affaire, identifier qui en est l'auteur et engager des poursuites à son encontre pour faux et usage de faux. À l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président a reçu en fin de matinée une délégation du Fonds mondial. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été au centre des échanges. Kadiga Tokimbakolo et Sani Issoufou. La lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose demeurent les principaux champs d'action du Fonds mondial. Cette audience avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a permis d'échanger sur ces différentes thématiques. Nous sommes en mission au Niger cette semaine avec une délégation d'experts de financement de la santé et l'objectif de la réunion aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le deuxième vice-président de l'Assemblée a été de passer un message de renforcement de notre partenariat et de voir aussi comment nos investissements vont continuer dans le prochain cycle d'allocation qui commencera à partir de 2023 pour les prochaines 3 années. Cette audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale et d'une forte délégation du Fonds mondial. Réunion des acteurs de la filière gaz au cabinet du Premier ministre. Ils étaient réunis autour du chef du gouvernement pour examiner les difficultés autour de la filière et trouver des pistes de solutions. Issa et Hawa Maman.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, a voulu cette rencontre avec les différents acteurs de la filière gaz pour discuter des problèmes liés à cette filière aussi importante, mais qui fait face à des difficultés. La raison pour laquelle j'ai demandé à ce que tous les acteurs soient réunis, afin que nous puissions discuter, voir comment nous pouvons attaquer ces problèmes, rendre la filière beaucoup plus performante et dissiper en tout cas les malentendus éventuels qui pourraient résulter de la mise en œuvre des différentes décisions que nous prenons par rapport à cette filière. Les problèmes que rencontre cette filière sont d'abord les problèmes d'approvisionnement, les problèmes d'alimentation des différents marchés, mais aussi les problèmes d'autorisation, n'est-ce pas, des centres d'emplissage, également les respects des normes et de la réglementation, ainsi que les problèmes de respect des prix. Ces derniers temps, les consommateurs de gaz sont confrontés aux problèmes d'approvisionnement impactant sur les ménages qui en dépendent de plus en plus. La résolution de tous ces problèmes constituera sans doute un ouf de soulagement pour de nombreux foyers. Réunion d'information et d'échange cet après-midi à Niamey entre le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, son homologue de l'urbanisme et du logement, le directeur général de l'ANEC et les autorités régionales et municipales de la ville de Niamey. Organisée à l'initiative de l'ANEC, cette réunion a pour mobile d'informer ces autorités sur deux grands événements internationaux que le Niger aura l'honneur d'abriter à partir du 20 novembre prochain. Mariam Dakou et Mohamed Soumana. Du 20 au 25 de ce mois de novembre, ce sont deux événements majeurs que Niamey aura l'honneur d'abriter. C'est donc pour informer et sensibiliser les différents acteurs que cette réunion a été initiée. Il s'agit d'une part du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, et de l'autre, la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sont deux grands événements continentaux que notre pays s'apprête à accueillir, conformément à la demande de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui s'est engagé dans son programme de Renaissance Acte 3 à améliorer la visibilité du Niger sur la scène africaine et internationale, afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux. Ces deux rencontres au sommet, ainsi qu'un panel de haut niveau des premières dames, constitueront l'aboutissement d'une semaine riche en événements parallèles et rencontres ministérielles dès le 20 novembre au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la semaine de l'industrialisation de l'Afrique. La ville de Niamey abritera donc pas moins d'une soixantaine de réunions avec près de 3000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, avec la présence de plusieurs premières dames d'Afrique. Ces différents événements seront co-organisés par l'Union africaine, les organisations internationales et les partenaires sous la coordination de l'Agence nationale de l'économie des conférences, qui a pour mission de faire du Niger un hub en matière de conférences et événements internationaux et une véritable opportunité pour une création d'emplois. Au cours de cette double activité, ce sont plus de 3000 participants qui sont attendus à Niamey, d'où la nécessité, selon le ministre de l'Intérieur, de mettre tous les moyens en œuvre pour donner une bonne image de la ville et accueillir nos hôtes dans des meilleures conditions. En tant qu'autorité municipale de notre capitale, vous êtes des acteurs clés pour faire de Niamey une ville propre, sûre et accueillante. Ainsi, sans votre implication et votre action dans la bonne direction, nous perdrons les acquis qui avaient fait le lit du succès retentissant de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine que notre pays avait abrité en juillet 2019.
Opérations de salubrité et d'assainissement, désencombrement des voies publiques, rafraîchissement des bâtiments et autres axes principaux qui seront empruntés par nos hôtes. Des mesures pour davantage sécuriser la ville. Ce sont là, entre autres, actions souhaitées par l'ANEC et le ministère de l'Intérieur. Ainsi, en prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey, le député maire président du conseil de ville de Niamey et le directeur général de l'agence de modernisation des villes du Niger ont rappelé l'importance et la nécessité de conjuguer les efforts une fois de plus pour réussir ce pari, car, disent-ils, le Niger dispose des infrastructures et du savoir-faire nécessaires dans le cadre de l'organisation de tels événements. Aussi, pour conclure, ils ont de commun accord décidé de la mise en place d'un comité d'urgence dont la première réunion est prévue se tenir demain vendredi. La suite de cette édition, la représentation diplomatique de l'Allemagne au Niger a célébré hier le jour de l'unité allemande, une fête pleine de signification pour cet État ami du Niger qui a été rehaussé par la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Abdulaziz Issaka et Tijani Ibrahim. Célébré le 3 octobre de chaque année, le jour de l'unité commémore la réunification allemande et marque la fête nationale de ce pays de l'Europe. Au Niger, cette année, le jour de l'unité a été célébré hier 9 novembre, une date tout aussi importante dans l'histoire de l'Allemagne. Nos partenaires internationaux avaient en 1989-90 bonne foi qu'une Allemagne unifiée parviendrait à construire avec ses voisins une Europe pacifique, libre et solidaire. Solidaire bien au-delà de ses propres frontières. Et les 3 décennies qui suivaient ont montré à quel degré une Europe unie peut se montrer solidaire avec ses partenaires partout dans le monde et mobiliser des ressources importantes pour contribuer à leur développement. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger a évoqué la guerre en Ukraine avant d'expliquer la position des pays de l'Europe face à ce conflit. Il a par ailleurs salué la bonne santé des relations de coopération qu'entretiennent le Niger et l'Allemagne. En cette 60e année de la coopération entre l'Allemagne et le Niger, cette coopération est à son plus haut niveau en termes de volume comme en nombre d'activités. Et nous travaillons à ce que nous ne nous y relâchons pas. À la coopération au développement qui a commencé en 1962 avec la signature de l'accord bilatéral, s'ajoute depuis plusieurs années une coopération militaire importante, des activités innovatrices de stabilisation et des contributions humanitaires importantes, surtout à travers les Nations Unies. S'en est suivi des poignées de main pour féliciter l'ambassadeur allemand et témoigner grande amitié à son pays. Réunion préparatoire de l'opération d'achat direct de céréales auprès des petits producteurs édition 2022-2023 à Niamey. Elle vise entre autres objectifs à soulager les populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire. Environ 17 500 tonnes de céréales seront achetées auprès des organisations des producteurs dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zender. Isaka Issa et Hawa Maman. Les acteurs du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et les organisations des producteurs ont échangé pendant 2 jours sur l'opération d'achat direct des céréales auprès des producteurs. L'opération entre dans le cadre de la mise en œuvre d'interventions planifiées chaque année dans le plan de soutien aux populations vulnérables et a pour objectif d'offrir aux producteurs un meilleur accès au marché en achetant leurs produits à des prix et conditions plus favorables que ceux offerts par les réseaux commerciaux habituels et également de reconstituer les stocks de céréales d'intervention très tôt pour en disposer en cas de besoin. Nous sommes convenus avec les organisations des producteurs sur les modalités consensuelles de mise en œuvre. On a fait évidemment le point des bilans des opérations antérieures. Donc depuis 2015-2016, nous mettons en œuvre ce genre d'opérations. Nous avons fait le rappel de ces bilans. Nous avons évidemment regardé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Nous avons regroupé environ 64
organisations de producteurs, qui sont tantôt des unions, des fédérations, des groupements, des coopératives. Des difficultés en passe de trouver des solutions avec les discussions et grâce à l'engagement des autorités. La principale difficulté que vous rencontrez est relative à la question du paiement par le Trésor. Et le Premier ministre a pris des mesures pour donner des instructions au ministère des Finances pour que ces difficultés soient résolues. Donc nous espérons que ça va bien se passer, que vous allez bien continuer à mener vos activités, parce que vous êtes tous des représentants des producteurs. Chacun d'entre vous est témoin important de notre société. Nous savons, et le gouvernement tient à ce que vous vous renforcez pour que la représentation des producteurs serve le développement de la production agricole dans notre pays. On parle d'achat d'environ 17 500 tonnes de céréales pour cette opération. Elle concerne le mil et le sorgho. Une séance de travail a réuni ce matin les parlementaires du groupe d'amitié Niger-Cuba et l'ambassadeur cubain. Cette séance a été présidée par le président du groupe, Kadigatou Kebakolo. Cette séance de travail entre les deux délégations rentre dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux groupes d'amitié Niger-Cuba. L'ambassadeur cubain a largement développé les récentes évolutions politiques dans son pays. Et j'ai partagé avec nos amis députés les dernières nouvelles concernant les réussites et les tâches immédiates de la vie politique dans mon pays. J'ai fait une mise à jour des dernières nouvelles concernant la vie politique et parlementaire dans mon pays. Et j'ai renouvelé l'invitation pour qu'en 2023, on puisse accueillir une délégation de haut niveau de l'Assemblée nationale nigérienne. Le diplomate cubain s'est félicité de la qualité de la relation entre Niamey et La Havane, une coopération qui embrasse plusieurs domaines. C'est une relation très étroite, à la hauteur de nos capacités autochtones. Et on échange dans les domaines dans lesquels nous sommes forts. On essaie d'établir la complémentarité aussi, parce que le Niger est fort dans certains domaines qui pour nous sont très importants, comme c'est par exemple l'agriculture et l'élevage. J'espère que dans quelques années, d'ici 2-3 ans, on pourra vraiment se flatter un peu des grandes réussites. Sachez que cette séance de travail s'est déroulée dans une atmosphère de compréhension mutuelle à l'image des relations entre le Niger et Cuba. Une mission conjointe de supervision des réalisations du projet pôles ruraux par l'Agence française de développement et l'Union européenne séjourne dans la région d'Agadez. Cette mission a effectué plusieurs visites terrain dans les communes urbaines de Tirogérine et Timia. Moussa Efale et Iklas Mohamed. La présente mission de l'Union européenne et de l'Agence française de développement qu'accompagnent les autorités régionales a effectué plusieurs visites pour constater les réalisations du projet pôles ruraux et échanger avec les populations bénéficiaires de ces réalisations dans la commune de Tirozérine, Agadez et de Timia. Tout au long de la mission, marquée par des réunions et des échanges francs et directs, les constats est satisfaisant au regard des investissements réalisés au profit des populations. Nous sommes très satisfaits que nos partenaires ont pu voir de visu ces réalisations, ont pu voir aussi les conditions dans lesquelles les gens sont en train de travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Les chefs de coopération de la délégation de l'Union européenne au Niger et la directrice adjointe de l'AFD au Niger ont tour à tour exprimé leur satisfaction. C'est un grand projet de plus de 43 milliards de francs CFA sur 2 régions, Agadez et Tawa.
Il y a des résultats qui sont très significatifs pour les deux régions. Au niveau des seuils, notamment pour la région d'Agadez, on a à peu près 20 seuils maintenant qui sont quasiment terminés. En termes de bénéficiaires aussi qui sont accompagnés, rien que sur la commune, on en est à 53 bénéficiaires. Nous sommes particulièrement impressionnés et particulièrement contents parce que dans nos discussions avec les bénéficiaires, on a eu un retour très positif sur tous les investissements, sur toutes les infrastructures qu'on a visitées, que ce soit les seuils, que ce soit les jardins. Et je pense qu'une image vaut 1000 mots. Et si on regarde derrière moi, on peut voir la production des agrumes qui sont appuyés pour le projet Pôles ruraux. Au cours de ce déplacement, la mission de l'Union européenne et de l'Agence française de développement a marqué plusieurs arrêts pour visiter des digues de protection des potentiels agricoles, des seuils d'infiltration et la centrale hybride de Tchibnitine. Autre visite, la cascade de Tchimia, ce cours d'eau pittoresque auquel s'ajoutent les potentiels agricoles dont dispose la commune de Tchimia, ont émerveillé les membres de la mission. À Agadez, toujours, cérémonie de lecture du Saint-Coran avec des invocations pour la paix et la sécurité. Cette rencontre religieuse appelée Tajara a vu la participation des autorités régionales et coutumières. Le compte-rendu de Assadek Al-Gabit. Les autorités régionales, les responsables régionaux des FDS, ainsi que plusieurs fidèles musulmans, comprenant les oulémas et grands érudits, se sont rendus à la célèbre mosquée Miskini d'Agadez autour du sultan de l'Aïr pour prendre part à cette tahajara. Cette dernière reste en effet une occasion pour lire le Saint-Coran en entier, mais aussi pour effectuer des invocations afin que Dieu répande sa miséricorde, la paix et la tranquillité sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'épreuves aujourd'hui qui engagent notre État. Donc constamment à la demande des plus hautes autorités de notre pays, les oulémas se réunissent pour invoquer Dieu, pour l'implorer, afin qu'il fasse descendre sa miséricorde, n'est-ce pas, la paix et la sécurité dans notre pays. Comme d'habitude, cette rentrée va durer 40 jours. Donc régulièrement, il y a des séquences de 40 jours jusqu'à la fin de l'année. Donc nous sommes partis, Inch'Allah, pour 40 jours d'imploration, d'invocation et de lecture coranique pour la paix et la sécurité dans notre pays. L'occasion a été également saisie par le sultan de l'Aïr, son Altesse, Oumarou Ibrahim Oumarou, pour saluer la présence effective des nombreux fidèles tout en adressant sa profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays dans leurs efforts à consolider la paix, l'unité et la stabilité partout dans notre pays, notamment à travers les multiples appuis dans ce sens. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger a tenu hier à Niamey les assises de son assemblée générale élective. À l'issue des travaux, Malang Gaïdan Mamman a été reconduit au poste de président de l'ONECA pour les 3 années à venir. Assimi Abdoulaye et Bachir Abou. Après 3 années d'exercice réussi, les membres de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger, ONECA, se sont réunis hier à Niamey pour le renouvellement de l'instance dirigeante. Une rencontre d'échange de propositions où les participants ont fait le tour d'horizon des différents mécanismes devant conduire à la promotion et au développement de la profession d'expert comptable. Le rapport du bilan moral et financier a été également dressé par les participants. Ainsi, après un scrutin qui s'est déroulé dans la transparence totale devant un huissier de justice, le président sortant Malam Gaïdan Mamman a reçu l'aval de ses pairs et a été reconduit au poste de président de l'ONECA pour les 3 années à venir. L'intéressé a remercié ses confrères pour la confiance en lui placée et les a exhortés à plus d'efforts afin de conduire avec efficacité les rênes de l'ONECA. C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec humilité, détermination et conviction. Je tiens aussi à remercier le commissaire du gouvernement qui, malgré son calendrier très chargé, a marqué par sa présence remarquée tout au long de l'Assemblée générale. Cela témoigne tout l'intérêt que suscite l'ONECA Niger et toute l'attention dont notre profession fait l'objet auprès des plus hautes autorités de notre pays. Le nouveau bureau du Conseil de l'Ordre va privilégier le dialogue entre les confrères.
œuvrer pour la défense et la protection de l'intérêt général, afin de porter encore plus haut le flambeau de notre ordre. Et je fonde l'espoir à travers votre engagement ferme et total, afin de construire une profession crédible, respectée, forte et ambitieuse. L'un des doyens de la structure, Diallo Amadou, a également exhorté les membres de la corporation à une synergie d'action pour la bonne marche de l'ONECA. Autre Malam Gaïda Maman au poste de président, le nouveau bureau de l'ONECA est complété par Hama Amadou Garba et Adakal Maman, élus respectivement premier et deuxième vice-président, Suleiman Asman, secrétaire général, Alousseni Abdoulaye, trésorier général, et May Amadou Lawal, secrétaire à l'organisation. Naroma Chibi est lui élu au poste de président de la commission Tableau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale. Bonsoir.